19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Cash sur table, consacré ce soir à une question d'actualité. Bruxelles est-elle la grande perdante de l'accord Arizona, l'accord qui redessine, on le sait, le pays, qui suscite interrogations, inquiétudes et beaucoup de crispations, on le sait, dans la capitale. Et pour en discuter, 4 voix bruxelloises sont avec nous ce soir. On commence honneur aux dames. Leila Hajic, députée bruxelloise et conseillère communale PS à Gênes. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Moussa Diallo, sénateur et député pour les Engagés. Bonsoir. Bonsoir. Martin de Brabant, échevin MR à Schaerbeek. Bonsoir. Bonsoir. Et Jonathan de Patoul pour Défi, député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous l'avez compris, notre objectif ce soir, c'est essayer de comprendre ensemble ce que l'Arizona réserve vraiment à notre capitale. Je vais peut-être commencer par vous, Martin de Brabant. Est-ce que l'Arizona représente pour Bruxelles une fenêtre d'opportunité pour moderniser l'État ou c'est un risque réel de marginalisation? Alors je ne vais pas vous étonner en répondant que pour moi l'Arizona est une vraie opportunité pour Bruxelles, et le vrai danger serait de continuer comme on l'a toujours fait avant et de ne pas réformer ce pays. Et donc je pense que pour toute une série de points sur l'emploi, avec la réforme du chômage, sur la trajectoire budgétaire à redresser ou sur d'autres investissements qui sont faits notamment par Belliris, c'est une vraie opportunité que Bruxelles a avec ce gouvernement fédéral. Leila Hajic, vous évoquez un risque d'étouffement de notre capitale. Pour vous, de quoi Bruxelles manquerait-elle demain si l'Arizona allait, par exemple, un petit peu trop loin? De tout, et particulièrement je pense au niveau de nos communes. Donc effectivement, moi je suis députée régionale, mais je suis aussi conseillère communale dans une commune, et je vois à quel point ça impacte les budgets communaux. Donc le président du MR veut se placer en héros contre la hausse de la TVA par exemple, mais par contre il soutient quotidiennement des réformes qui sont en train d'asphyxier nos communes, parce que c'est elles qui doivent pallier, notamment via le CPS, par exemple, lors de la réforme du chômage. Et donc, tous ces slogans que l'on peut entendre au niveau de l'Arizona, finalement, ce sont nos communes qui les payent à la fin. Jonathan de Patoul, Défi, se présente quelque part comme le bouclier institutionnel bruxellois. Qu'est-ce qui, selon vous, dans l'accord Arizona, menace en réalité le statut de Bruxelles ? Mais Bruxelles, c'est une région autonome, il faut qu'elle continue à l'être. Alors je crois que les Bruxellois ont leur sort entre leurs mains, ça c'est très clair. Par contre, moi je voudrais revenir sur un petit élément. Je me souviens que sur la VRT, De Wever a dit, en fait je ne vais plus faire de communautaire, mais il y aura quand même du communautaire à travers des réformes socio-économiques. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas des réformes, mais les conséquences de ces réformes aujourd'hui, elles sont dramatiques pour Bruxelles et de manière générale pour les francophones, et particulièrement pour les communes. Ça met clairement en danger la viabilité des communes, des CPAS. Aujourd'hui, c'est un vrai problème pour Bruxelles. Une réaction peut-être, Moussa Diallo? Bien, tout d'abord, merci de l'invitation que vous nous faites. Et je voudrais aussi dire que toute réforme, tout changement amène des freins, c'est naturel. Mais nous sommes dans une situation où est-ce qu'il faut oser entreprendre des réformes d'envergure pour pouvoir faire face au déficit qui est de 5,3% au niveau national en ce moment, qui tend à 5,5% si rien n'est fait pour 2026, et à politique constante, on s'oriente à 5,9% au niveau national de déficit. Donc, la Belgique risque d'être le pays le plus déficitaire de la zone Europe. Nous devons agir, ces réformes sont nécessaires. Bruxelles doit saisir l'opportunité de ces réformes, surtout en matière de réforme d'emploi, pour faire en sorte de la formation, de l'accompagnement, un levier indispensable pour booster l'emploi dans notre région. Je crois en ce changement, il faut s'y mettre. Et Bruxelles, avant Arizona, avant toute autre chose, Bruxelles d'abord a besoin de femmes et d'hommes responsables qui doivent assumer leurs responsabilités en dotant cette région d'un budget, d'un gouvernement de plein exercice. J'insiste quand même, Moussa Diallo, les Engagés, votre parti prône la réconciliation du pays. Est-ce que l'Arizona accentue, selon vous, le déséquilibre quelque part entre Bruxelles, la Flandre et la Wallonie? Non. Tout simplement parce que nous devons rester vigilants. Et les Engagés le sont. Dans les réformes qui ont été proposées au niveau fédéral, souvenez-vous que les Engagés ont été les garants de la compensation vers les CPAS. Ceci étant fait, ça a été voté lors de la dernière plénière au niveau fédéral, c'est 300 millions
dès 2026 pour l'accompagnement des CPAS et c'est 26 millions dès 2025. Évidemment, les dispositions ont été votées, c'est l'application qui reste et ce sera fait. Nous pensons que cette réforme peut être un levier pour pouvoir accompagner et la région et les entités locales pour pouvoir aller de l'avant. Une réaction, Leila Hagi? Pour moi, c'est un véritable coup de poker. C'est des slogans que l'on veut mettre enfin en place, parce qu'on a réussi à avoir un gouvernement sans le PS. Mais ça ne fonctionnera pas. On va juste créer de la misère à Bruxelles. On estime qu'on va avoir 42 000 exclus du chômage. Nous n'avons pas 42 000 places d'emploi disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des plus de 20 000 personnes qui ne peuvent même pas espérer avoir une place, sachant que, bien sûr, ils sont bien plus nombreux à ne pas avoir les qualifications, même pour les places qui sont disponibles. Donc, c'est bien d'avoir des idées, des slogans que l'on veut mettre en place depuis des décennies, mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a des raisons. Il y a un marché de l'emploi à Bruxelles qui est différent du marché de l'emploi, notamment en Flandre, et toutes ces considérations n'ont absolument pas été prises en compte. On n'a pas défendu les Bruxellois autour de la table, et c'est certainement pas un Premier ministre qui déteste ce pays qui allait penser à Bruxelles. Une réaction peut-être aux propos de Leila Hagi? Moi, une première réaction, c'est déjà ne pas penser, quand on dit que le marché de l'emploi est différent en Flandre, ne pas penser que Bruxelles est une île isolée du reste du pays. Je pense qu'on est plus ou moins à 50-50 de travailleurs bruxellois qui travaillent à Bruxelles et de travailleurs non bruxellois qui travaillent à Bruxelles. Et donc, il y a aussi des opportunités. Il y a des opportunités aussi à avoir en Flandre et en Wallonie. Moi, j'ai récemment rencontré l'aéroport où ils ont 400 emplois qui sont vacants et qui sont là, disponibles maintenant, tout de suite. Alors là où il y a un vrai problème à faire, c'est qu'en effet, il y a des réformes à mener au niveau de l'emploi, parce que Bruxelles est la région qui va sans doute le plus profiter au niveau de la remise à l'emploi. On l'a vu en Wallonie avec les chiffres récemment que plus de 35% des gens avaient retrouvé un emploi grâce à la réforme fédérale. C'est Bruxelles qui en bénéficie le plus avec une plus grande remise à l'emploi. Mais il faut aussi à Bruxelles que l'on se bouge, que l'on réforme le marché de l'emploi et le marché de la formation. Quand Madame Agitz ici me dit que les gens n'ont pas les qualifications, en effet, mais pourquoi Bruxelles, pourquoi au niveau de l'emploi, de la formation, on n'a pas réformé plus tôt pour mettre les gens à l'emploi et leur permettre d'avoir les qualifications nécessaires pour travailler. Jonathan de Patoul. Mais juste pour revenir, moi, on nous promet on nous a promis 26 millions cette année pour les CPS, on les a toujours pas. Maintenant, on nous promet 300 millions et figurez-vous qu'il y a un gouvernement Arizona, mais ils n'ont pas de budget. Et donc, ils vont commencer l'année en 12e provisoire. Donc, est-ce qu'on les aura, ces 300 millions? Les CPS en ont besoin maintenant et les CPS et les communes nous disent déjà maintenant 300 millions, ce n'est pas suffisant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît Serex, bourgmestre engagé de Woluwe-Saint-Pierre. Il l'a dit dans la Libre Belgique, il l'a encore répété hier au Conseil communal. Donc c'est un vrai problème, il n'y aura pas assez. Et qui va payer alors? Parce que les CPS doivent payer, doivent accueillir ces gens. Ces gens, ils disparaissent pas. Qui va payer? Eh bien, c'est les impôts locaux, c'est les gens au niveau local. On va monter les impôts. Et donc l'Arizona, c'est je te donne, ou j'essaye de te donner 500 € net en plus au fédéral, mais on te reprend ça au niveau local. Et ça ne va pas. Moussa Diallo. Bien, vous savez, il y a des postures politiques. Mais devant non, c'est un fait. Monsieur de Patoul, je dis qu'il y a des postures politiques d'opposants et de partis de gouvernance, certes. Cependant, la responsabilité nous amène à voir les choses en face. Nous héritons d'une situation catastrophique à Bruxelles. 1,5 milliard de déficit. C'est l'équipe sortante qui doit assumer pleinement sa gestion et dont vous faites partie. C'est à nous de reformer Bruxelles pour que Bruxelles arrive à s'en sortir. La réforme au niveau de l'emploi, la réforme d'Actiris, la réforme des mécanismes d'accompagnement feront en sorte que les gens vont retrouver de l'emploi, les gens vont retrouver un pouvoir d'achat. C'est facile de dire, c'est facile de voir cette réforme que sous le prisme du maintien des gens dans des situations précaires. Mais l'objectif de départ, c'est de permettre aux gens de sortir de cette précarité par l'emploi, par l'augmentation de leur pouvoir d'achat, par le travail. Et ça, il faut que Bruxelles retrouve un exécutif de plein droit pour pouvoir mettre en place les mécanismes d'accompagnement, les mécanismes de formation, les réformes indispensables au niveau d'Actiris. Oui. Mais soyons quand même justes dans nos propos. Nous héritons d'une situation catastrophique avec un budget de 1,5 milliard.
que vous n'allez pas contester quand même. La réponse de Jonathan Depatoul. Non, mais vous étiez dans la majorité juste avant nous et on connaît quand ont commencé les déficits. Donc voilà, je pense qu'il y a un problème par rapport à ça. Il faut effectivement s'y pencher et le plus vite possible. De manière générale, par rapport à la remise à l'emploi, il n'y a pas assez d'emplois disponibles aujourd'hui. Donc même si on additionne Flandre, Wallonie, Bruxelles par rapport à tous les exclus, il manque des dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui. Où est la stratégie du fédéral pour réindustrialiser le pays, par exemple? Où est la stratégie du fédéral pour apporter ces nouveaux emplois? Parce qu'on en a besoin. Sinon, on va les mettre où, ces gens? Donc moi, je ne critique pas le fait qu'on réfléchisse à des réformes. Il faut des réformes, vous avez raison. Mais les conséquences de ces réformes, c'est pour la tête des francophones aujourd'hui. Et comme je le disais à l'entame, De Wever l'a dit. Il l'a dit au début, il a annoncé. La NVA, c'est facile. Ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Eh ben, ce sont des réformes communautaires. Ça va peser lourdement sur les budgets, principalement des grandes villes et principalement côté francophone. Et ça, c'est un problème parce qu'alors, on n'aura pas de moyens pour justement améliorer les choses. Donc, il faut le reconnaître aussi. C'est un vrai problème. Il y a encore moyen peut-être de changer un petit peu la donne. Voilà. Alors justement, certains parlent d'une coalition. Je m'adresse à vous, justement, Martin de Brabant, d'une coalition surtout flamande avec, disons, une simple couche, un simple vernis bruxellois via le MR. Est-ce que c'est quelque part un mythe politique ou finalement une mauvaise lecture de l'accord? Je pense que, je ne sais pas qui dit ça, mais c'est un peu complètement injuste et réducteur d'arriver avec de telles affirmations. Au gouvernement fédéral, le MR a 4 ministres, dont 2 bruxellois. 50% des ministres maires sont bruxellois, notamment le ministre de l'Intérieur, qui est quand même une compétence régalienne, la ministre en charge des PME, qui est une compétence importante pour Bruxelles. Donc déjà, ça, c'est une première part. D'autre part, je rappelle quand même que ce gouvernement a une majorité aussi bien du côté francophone que néerlandophone dans ce pays, ce qui n'était pas le cas des gouvernements fédéraux précédents. Et puis, toute une série de mesures ont été quand même annoncées sur les zones de police, sur les investissements de Belliris, sur l'engagement qui a été voté, parce que M. Depatoul dit que pour 2025, les EPS n'ont rien reçu, pas encore, mais ça a été voté à la Chambre la semaine prochaine, donc ça va arriver. Et donc Bruxelles n'est pas du tout mis en banc de ce gouvernement. Et puis on reproche à Georges-Louis Boucher de tout bloquer, etc. Et puis maintenant on dit « Ah non, c'est un gouvernement que flamand ». Donc il faudrait savoir aussi ce qu'on veut par rapport à la position du MR. Soit ils disent trop, soit ils disent pas assez. Alors, je pense que la vérité se trouve entre les deux et que les francophones et les bruxellois ont pleinement leur rôle à jouer dans ce gouvernement. Enfin, en tout cas, pour le PS, la LAG, vous affirmez que le MR est isolé au fédéral. Il s'agit, selon vous, d'un réel isolement ou d'un manque d'influence réelle dans ce gouvernement? Je ne sais pas qui a dit au PS que le MR était isolé. Moi, je pense que le MR s'isole tout seul de par son président, de par ses sorties, de par peut-être son manque de camaraderie au sein du gouvernement fédéral. Mais c'est pas parce que Georges-Louis Boucher bloque sur certains points au fédéral qu'il bloque sur des points pour protéger les francophones. C'est là qu'est toute la différence. Il bloque sur certains points pour faire de la communication personnelle et absolument pas pour protéger Bruxelles comme la Wallonie. Parce que dans ce cas précis, ici on parle de Bruxelles, mais je pense que la Wallonie est tout aussi ciblée que Bruxelles. Et donc effectivement, ça pose réellement un problème que lorsque l'on a négocié l'accord de ce gouvernement, il n'y avait pas de Bruxellois autour de la table pour rappeler certaines spécificités bruxelloises, et ça se ressent pleinement dans les différentes mesures qui ont été prises. Je me tourne vers vous, Moussa Diallo, vous parlez de sous tout à l'heure. Bruxelles est souvent qualifiée de région coûteuse. Est-ce que ce narratif influence quelque part les décisions fédérales? Il faut sortir de ça. C'est un faux narratif pour la simple raison que Bruxelles affiche une balance excédentaire, que Bruxelles, c'est quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui ne payent pas d'impôts ici. Donc il faut parler peut-être de juste mesure à Bruxelles, mais dire que Bruxelles est coûteuse, c'est peut-être parler un peu de ce qui le handicape.
Qu'est-ce qui handicape Bruxelles? C'est l'assiette fiscale. Qu'est-ce qui handicape Bruxelles? C'est du fait que c'est un investisseur qui viennent travailler sur notre région, mais ne paye pas d'impôts à Bruxelles. Ce sont ces éléments-là qu'il faut mettre en évidence. Mais dire que Bruxelles est coûteuse, je ne cautionne pas cela. Et aussi, toujours pour revenir un peu au niveau des réformes, parce que c'est l'actualité dominante, Bruxelles ne se retrouve pas en position de force pour la simple raison que nous n'avons pas un gouvernement de plein exercice sur Bruxelles. Nous sommes en affaires courantes depuis 15 mois. Il faut qu'il y ait des responsables investis de manière tout à fait légitime pour pouvoir prendre les devants et assurer la mission régalienne de défense des intérêts de Bruxelles. Et ça, depuis 15 mois, on le cherche. Alors, Bruxelles est capitale de l'Europe, vous le savez comme moi. Est-ce que ce statut est compatible avec un gouvernement fédéral qui est perçu quelque part comme moins sensible aux enjeux urbains, Jonathan de Patoul? Pour moi, c'est clair que dans la vision de l'Arizona, en fait, la spécificité de Bruxelles, elle n'est pas reconnue. Bruxelles, c'est la plus grande ville du pays. Elle a des besoins différents. Bruxelles doit assumer toute seule une crise migratoire parce que le fédéral ne prend pas à sa charge cet aspect-là. Bruxelles a des problèmes de sécurité, tout le monde le sait aujourd'hui, mais c'est dû à quoi? Du narcotrafic. Le narcotrafic, c'est pas les petits policiers bruxellois qui vont arriver tout seuls à pouvoir le résoudre. Alors, capitale européenne, d'accord, mais est-ce qu'on peut avoir une capitale européenne dans laquelle on se tire à la Kalachnikov tous les 3 jours? Je ne crois pas. Que fait le fédéral depuis des années pour refinancer la justice qui en a besoin? C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur du roi Julien Moinil qui nous dit on n'a pas les moyens nécessaires, c'est le fédéral qui doit donner ces moyens. Que fait le fédéral pour financer la police judiciaire qui, elle, peut traquer les narcotrafiquants? Et puis, il ne faut pas s'étonner après que ça tire dans nos rues s'il n'y a pas des moyens pour la justice et la police judiciaire. Et puis alors, on accuse Bruxelles de tous les maux. Mais non, quand on voit ça, c'est le constat de dire l'Arizona ne considère pas Bruxelles à sa juste valeur comme elle devrait. Alors, on va voir tout ça dans les détails. C'est justement l'argent, le pouvoir, la gouvernance, le cœur du problème. Dans quelques instants, restez avec nous. Jusqu'à 20h. Et on reprend notre émission Casse sur table ce soir avec nos invités. Léla Agic, députée bruxelloise et conseillère communale PS Aget, Moussa Diallo, sénateur et député pour les engagés, Martin de Brabant, échevin et maire à Molenbeek, Schaerbeek, pardon, et Jonathan de Patoul pour défi, député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Justement, Martin de Brabant, pour vous insister, je vous pose la question tout de suite. Est-ce que l'Arizona peut offrir à Bruxelles une meilleure prévisibilité financière, on parle beaucoup de gros sous ce soir, ou un cadre plus efficace de la gestion de la capitale, selon vous? Oui, mais je pense que Bruxelles, comme les autres régions du pays, comme la Belgique au niveau fédéral, est face à des challenges budgétaires gigantesques. Si on ne réforme pas, la Belgique est pour le moment, je crois, sur la pire trajectoire budgétaire européenne, le pire pays par rapport à ça. Et donc, il est vraiment temps de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Les négociations budgétaires au niveau bruxellois, fédéral, ne sont pas faciles, tout le monde le sait, mais cela prouve aussi la difficulté de l'exercice et le gouvernement se donne le temps pour aboutir sur un budget qui fait des efforts. Mais dans un pays fédéral, l'effort doit être partagé par tout le monde. Et on connaît la situation de Bruxelles aussi, où il est vraiment temps d'aboutir à un budget, parce qu'on n'avait pas de budget 2025. Et là, on est bien parti pour commencer l'année 2026 sans budget non plus. Alors, à notre son de cloche, du côté du Parti socialiste, Léla Agic, vous évoquez un sous-financement structurel. En quoi, selon vous, l'Arizona risque concrètement d'aggraver ce problème pour Bruxelles? Mais c'est vrai qu'avant la pause, mon collègue rappelait à quel point Bruxelles apporte à l'économie belge et pourtant, malheureusement, on sait qu'on ne reçoit pas un retour à notre juste valeur. Et malheureusement, moi, je vois que l'Arizona ne fait qu'augmenter finalement ce déficit. Je vais reprendre juste les chiffres de Brulocalis, qui estime que si on additionne la réforme du chômage et des zones de police, on va arriver à 1,65 milliard pour la région bruxelloise d'ici 2029. C'est énorme. Et donc, bien évidemment qu'on doit faire des réformes au sein de la région bruxelloise, mais l'Arizona ne nous aide pas. Et surtout, ce que je tiens à dire quand même ce soir, c'est qu'avoir un gouvernement, c'est bien, mais pour faire quoi? Et si on attend du PS d'avoir un gouvernement pour accepter les mêmes mesures
que l'Arizona pour taper sur les mêmes personnes déjà fragilisées, ça évidemment, on ne va pas signer un chèque en blanc. Jonathan de Patou, l'autre chose, votre parti défend le juste retour. L'Arizona va-t-elle vers plus ou moins de justice budgétaire pour Bruxelles ? Non mais écoutez, aujourd'hui c'est clairement moins d'argent pour Bruxelles. Alors mes collègues l'ont dit, je le répète, il y a une étude récente de la Banque nationale belge qui explique très clairement que Bruxelles finance massivement les autres régions. Et Bruxelles n'a pas le juste retour. Et je crois que tout le monde partage le constat ici. Il va falloir qu'on puisse réfléchir à la question, par exemple, de l'impôt sur le lieu de travail. Est-ce qu'une partie de l'impôt ne pourrait pas être payée sur le lieu de travail, ce qui permettrait à Bruxelles de s'en sortir et de financer les infrastructures que les navetteurs, par exemple, utilisent tous les jours. Donc oui, aujourd'hui, la difficulté pour Bruxelles, pour les pouvoirs locaux, pour les communes, donc, ce sont entre autres toutes les conséquences des mesures que l'Arizona sont en train de mettre en place. Et encore une fois, ici, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des mesures en place, mais les conséquences ne sont pas justement réparties, et les conséquences sont en fait injustes pour Bruxelles. Et donc, Bruxelles ne va pas s'en sortir comme ça. Ça ne sera pas possible. Les CPS vont couler. Il y a une grande partie. Moi, je viens de Woluwe-Saint-Pierre, qui est une commune déjà privilégiée. Rien que là, c'est des millions d'euros de budget supplémentaire pour pallier aux effets des mesures de l'Arizona, et on ne compense pas ça. Donc ça, c'est un problème. Et donc, si vous me dites, est-ce que l'Arizona va vers plus ou moins de justice budgétaire pour Bruxelles ? Aujourd'hui, très clairement, c'est pour moins de justice budgétaire. Moussa Diallo, justement, est-ce qu'on peut réformer Bruxelles sans la fragiliser ? Oui, je suis tout à fait conscient de la réalité actuelle, et nous sommes un parti du centre, un parti qui essaie d'allier l'efficacité administrative, l'efficacité de gestion, en tenant compte aussi des besoins réels des gens. Premier élément, partons du principe que pour aider les Bruxellois, il faut créer les conditions du bien-être, il faut créer les conditions de l'emploi, il faut créer les conditions de formation pour que les gens puissent s'en sortir d'eux-mêmes. Réformer Bruxelles, évidemment c'est possible en restant, en ayant la boussole sur l'autonomie de Bruxelles, en ayant la boussole sur tout ce qu'on vient de dire, la redistribution effective des revenus qui sont générés à partir de Bruxelles, mais aussi et surtout en gardant à l'esprit cette ville multiculturelle, en gardant à l'esprit cette ville bilingue sur laquelle il faut vraiment miser, et cette ouverture. Oui, réformer Bruxelles sans la fragiliser, c'est possible, mais réformer Bruxelles appelle à une responsabilité politique qui est celle de constituer un exécutif. Est-ce que vous imaginez le nombre d'ASBL qui, par le fait d'être en affaires courantes, perdent des subsides? La perte de ces subsides amène du personnel, encore une fois, dans le milieu du chômage. Réformer Bruxelles, avant d'inventer les grandes philosophies, c'est d'abord une responsabilité politique de se mettre ensemble, d'accepter des compromis. Cette région a été constituée par des compromis. Il faut aller vers ces compromis, créer un exécutif qui puisse mettre la région et les réformes nécessaires. Pour terminer, du fait que la Wallonie dispose d'un gouvernement de plein exercice, vous voyez bien qu'il y a 35% de gens qui auraient dû ou qui allaient normalement perdre leur allocation, qui ont retrouvé de l'emploi. Parce qu'il y a un exécutif. La Flandre, est-ce que les mêmes problèmes se posent? Donc nécessairement, la première réforme bruxelloise, c'est de faire en sorte que les acteurs politiques que nous sommes s'asseyent autour de la table pour sortir un budget, un exécutif. Voilà la première réforme de 2025. Martin de Brabant. Oui, j'ai presque envie de dire, et allons plus loin, parce que bien sûr qu'on peut réformer Bruxelles sans la fragiliser, mais j'ai envie de dire, c'est surtout le fait de ne pas réformer Bruxelles qui la fragilise à l'heure actuelle. Ce qui fragilise Bruxelles, c'est l'absence de réformes, et la lenteur des réformes. Donc évidemment, c'est pas que on pourrait réformer Bruxelles, c'est qu'on doit réformer Bruxelles. Et à propos des compétences stratégiques cette fois, comme la mobilité, sécurité, fiscalité sociale, locale, est-ce qu'elles devraient être davantage coordonnées selon vous, Martin de Brabant, ou même recentralisées pour gagner en efficacité ? Oui, bien évidemment. Je pense qu'on est tous les quatre ici autour de la table relativement jeunes, et donc les différentes réformes de l'État ont commencé bien avant notre naissance. Évidemment, il ne faut pas rajouter des couches, il faut simplifier notre État. Évidemment, il faut clarifier aussi les compétences des uns et des autres. Moi, je suis échevin
de l'emploi, par exemple, à Scarbeck, et je vois que je dois discuter entre tous les niveaux de pouvoir, entre la COCOF que personne ne connaît pour la formation, la région bruxelloise pour l'emploi. Et donc, en fait, on est dans une lasagne institutionnelle et dans un ensemble de bidules et d'administrations qu'on a créées au niveau bruxelloise qui rendent les choses complètement illisibles et ingouvernables. Bruxelles a trop de pouvoir, Léla Gigues? Absolument pas. En tout cas, Bruxelles a les compétences qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'on peut toujours réfléchir à une meilleure façon de fonctionner dans notre État. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on respecte Bruxelles dans ses compétences actuelles. Et je pense aussi que ces derniers mois, on a pu entendre certaines déclarations qui étaient extrêmement problématiques, qui revenaient sur les bases notamment, que ce soit de la représentativité francophone ou néerlandophone au sein de notre Parlement, des personnes qui voulaient nous mettre sous tutelle d'un Premier ministre séparatiste qui rêve de tuer Bruxelles, parce que tuer Bruxelles, c'est tuer la Belgique. Et donc déjà, si on pouvait commencer à respecter notre région à sa juste valeur, c'est un bon début. Moussa Diallo, une simplification institutionnelle, une piste à creuser? Bruxelles, c'est une région, c'est 19 communes, c'est 19 CPAS, c'est la COCOM, la COCOF, la VGC, les communautés et aussi les institutions fédérales qui y sont. C'est une superposition de pouvoirs. Il faut effectivement plus de lisibilité. Il faut faire en sorte que si les pouvoirs que je viens de décrire sont obtenus, comme je l'ai dit, suite à beaucoup de consensus, suite à beaucoup de négociations, on peut quand même, les organes d'exécution, faire en sorte que ces organes puissent aller dans une simplification pour plus de lisibilité, plus d'action et plus d'efficacité. Mais au-delà de cette réforme qui est nécessaire et indispensable, je pense qu'il faut aussi une réforme au niveau des personnes qui incarnent la responsabilité politique. Il est inadmissible que 541 jours, c'est sous peu, on battra ce record. Ce record, c'était sous le gouvernement du repos. D'ailleurs, dont j'ai suivi l'interview tout dernièrement, qui a dit clairement que les réformes de l'Arizona sont indispensables. Elles sont certes peut-être difficiles, mais elles sont indispensables. C'est un ancien Premier ministre, un responsable socialiste qui le dit. Je crois que nous devons tous être unanimes. Devant autant de déficits, il faut de l'action. Mais l'action doit être centrée sur l'humain, c'est notre vision. Alors, Jonathan de Patoul, on parle de la ZAN institutionnelle il y a quelques instants. La gouvernance bruxelloise est souvent critiquée. Est-ce que l'Arizona pourrait contraindre Bruxelles à des réformes de structure, finalement? Non, mais écoutez, je crois qu'il faut arrêter avec ce vieux fantasme de Wever ou de Boucher. Non, le fédéral ne peut pas réellement imposer ses conditions à Bruxelles. Bruxelles est une région autonome, il faut la respecter. Par contre, je rejoins mes collègues ici quand ils disent que ne pas réformer Bruxelles, c'est la fragiliser. Donc oui, Bruxelles doit se réformer, elle doit se réformer elle-même. Pour ça, effectivement, il nous faut un gouvernement et le plus vite possible. Ça fait 18 mois maintenant, les deux plus gros partis, le PS qui doit peut-être comprendre, qui n'est plus le premier parti, le MR qui doit peut-être comprendre, qui n'a pas la majorité absolue, mais ils doivent trouver un accord, il faut s'entendre. C'est ça la démocratie, parce que si on gagne, mais que derrière on n'arrive pas à faire une coalition, eh bien c'est perdant pour tout le monde. Donc ça, c'est effectivement, c'est l'urgence, c'est pas faute de l'avoir répété. Ça est le budget 2026. Maintenant, il faut arrêter de se chamailler, d'avoir une espèce de bac à sable permanent où on s'insulte par presse interposée. S'il vous plaît, il faut avancer par respect pour le citoyen. Une réaction, Jonathan de Patoul? Je ne sais pas où mon collègue a entendu ces propos de M. Di Rupo, mais je crois me souvenir de cette interview. Je tiens quand même à remettre les choses dans l'ordre. Donc, il a dit qu'un effort budgétaire était inéluctable et souhaitable, évidemment. Mais la suite de sa phrase, c'est qu'il faut un assainissement important, mais juste, Monsieur Diallo. Et c'est là toute la différence. Jamais au PS, on a dit qu'il ne fallait pas mener certaines réformes. Vous le savez très bien que dans le cadre des négociations, nous sommes nous-mêmes venus avec toute une série de réformes pour pouvoir réduire certaines dépenses de notre région. Mais on ne le fait pas sur le dos des plus faibles. Et c'est là toute la différence. Excusez-moi, du coup, je n'ai pas retenu la suite de votre question. Parce que j'étais tellement interpellée par cette déclaration, dire qu'un ancien Premier ministre socialiste puisse trouver les réformes de l'Arizona acceptables.
telles qu'elles sont, franchement, c'est Voilà. un peu se moquer du monde. Hein. Vous avez eu votre réponse. Bien, droit de réplique, rapidement. Je crois que ce que vous avez dit, il n'y a aucune contradiction avec ce que j'ai avancé. Heureusement, l'émission est enregistrée. L'émission est enregistrée. J'ai dit ceci, qu'un ancien Premier ministre, M. Elio Di Rupo, est un ancien Premier ministre. Il est socialiste jusque maintenant, c'est que je le sache. Oui. Donc ça fait 2 vérités. Et la troisième, j'ai dit qu'il juge les réformes indispensable, qu'il faut oser mener les réformes de l'Arizona. De l'Arizona. Oui, du gouvernement actuel. M. Di Rupo a dit que les réformes sont nécessaires, mais pas celles de l'Arizona. Très bien. Jamais vous allez trouver un vrai socialiste qui approuve les réformes de l'Arizona. Ça, c'est impossible, désolé. Bon, moi, je crois que quand on parle de réforme, on parle de l'exécutif qui propose actuellement. Justement, c'est ça le problème. Vous pensez que les seules réformes possibles à accepter sont des réformes qui vont faire saigner les plus faibles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma conception. C'est pas parce qu'on va le répéter en boucle. Madame Leila, ce n'est pas ma conception. Madame Magique, Madame Magique, ce n'est pas ma conception. Que ça va devenir une réalité. Ce n'est pas ma conception. Bon, mais en tout cas, c'est ce que une vous réaction, Martin de Brabant. Cela dit, juste une petite réaction aussi. La réforme, elle est là, elle a été votée. Voyons aussi comment elle évolue et faisons une évaluation par la suite. Je me souviens, par exemple, sur le parcours d'intégration qui était aussi une mesure rétro-satanas pour les socialistes. On voit aujourd'hui que c'est une mesure qui fonctionne. Et donc, voyons aussi ce que donne cette mesure de la limitation des allocations de chômage dans le temps, qui sera, je l'espère, une mesure qui fonctionne. Et d'ailleurs, la directrice générale du Forum, qui est plutôt étiquetée socialiste, a dû reconnaître très récemment que c'était jusqu'à présent une réforme qui portait ses fruits. Alors, une réaction. Juste, moi, depuis le début de cette émission, j'attends qu'on nous explique qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui n'ont pas de place, de job disponible en fait sur le marché du travail. On l'a dit, à Bruxelles, il manque 20 000 places. Et comme le disait mon collègue, si on additionne les places disponibles en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, il n'y a pas assez de places d'emploi disponibles pour répondre à toutes les personnes qui seront exclues du chômage. Donc évidemment que pour un certain nombre de personnes, ça va les pousser à retrouver l'emploi. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? On les laisse comme ça, sur le côté, sans revenus? Moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Mais vous êtes tous les 3 députés bruxellois. Qu'est-ce que vous proposez en termes de réforme de l'emploi et de la formation? C'est vos compétences à tous les 3. Merci beaucoup. Une minute. Très brièvement. D'abord, le taux d'emploi à 100%, il n'existe nulle part ailleurs. Soyons concrets. Le taux d'emploi à 100% n'existe nulle part ailleurs. 1. 2. Réforme directe à faire. Formation. Des formations courtes adaptées aux métiers en pénurie, en lieu et place de ces formations longues qui occupent des gens et qui, au final, ne mènent à aucun emploi. Deuxième réforme, indispensable, l'accompagnement. Actiris à Bruxelles doit être profondément revu pour que l'accompagnement soit un accompagnement au métier, un accompagnement à l'emploi, pas un accompagnement simplement pour occuper un timing. Non. Donc ces réformes, il faut oser les faire et demain, l'exécutif qui se mettra en place doit faire face parce que la clé pour renouer ou faire renouer Bruxelles avec le succès passera nécessairement par l'emploi. Mais le taux d'emploi à 100% n'existe nulle part ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui, même si elles sont formées, même si on fait toutes les réformes dont vous nous parlez, il n'y a pas de miracle, on n'a pas de baguette magique, on ne va pas créer 20 000 emplois comme ça demain, le 1er janvier 2026, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait pour ces 20 000 personnes qui, même si par miracle, les 24 autres 1000 trouvent un emploi, qu'est-ce qu'on fait des 20 000 restants? Alors justement, on aura un élément de réponse dans quelques instants. On parlera de l'avenir pour Bruxelles dans la Belgique de demain, après une dernière pause. Jusqu'à 20h, c'est Cash sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités pour la dernière ligne droite de Cash sur table ce soir. Quel avenir pour Bruxelles dans la Belgique de demain? Une question ouverte à tous nos invités ce soir. Est-ce que l'Arizona va réellement, comment va-t-elle changer la place de Bruxelles dans le pays, Moussa Diallo? Pour moi, l'Arizona s'occupe essentiellement du pays parce que c'est l'équipe qui pilote l'État fédéral. Bruxelles, d'abord, doit se retrouver. Pour se retrouver, il faut que les responsables politiques mettent en place un budget, mettent en place une équipe. Parce qu'un budget, c'est l'expression chiffrée d'une volonté politique. Sans budget, on navigue pratiquement à vue. C'est ce qu'on fait depuis 15 longs mois. Aujourd'hui, l'urgence, la première urgence bruxelloise, c'est de faire en sorte qu'il y ait un budget qui donne une trajectoire, qu'il y ait un budget qui donne de la crédibilité
pour que nous puissions implémenter au niveau local les réformes indispensables pour faire avancer l'emploi. Alors, on y revient dans quelques instants, juste après quelques secondes de pause. C'est Cash sur table sur Arabelle. Voilà, on retrouve nos invités à la question que je posais il y a quelques instants. L'Arizona va-t-elle réellement changer la place de Bruxelles dans la capitale? Martin de Brabant. Je pense que c'est Bruxelles-Capitale qui doit changer la face de Bruxelles-Capitale. Moi, j'entends beaucoup les procès d'intention ou les critiques qui peuvent parfois être légitimes, parfois être complètement exagérées sur l'Arizona. Mais Bruxelles est au bord de la faillite et la situation catastrophique de Bruxelles, elle ne date pas de la prestation de serment de l'Arizona. Ça fait 20 ans que cette région n'est plus gérée, en tout cas plus gérée par le MR, et la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, c'est pas l'Arizona qui l'a mis dans cette situation-là en quelques mois. La situation budgétaire de l'Arizona n'est pas meilleure, c'est une catastrophe aussi, en Wallonie aussi, où le maire a été au pouvoir, c'est catastrophique, Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est très compliqué aussi. Alors effectivement, c'est pas une excuse, mais il faut reconnaître que la situation est complexe partout, quel que soit le parti. D'ailleurs, juste pour rebondir, la situation est complexe et les négociations sont complexes partout. À Bruxelles, beaucoup aiment dire que c'est la faute au PS. Pour une fois, au fédéral, on les a laissés entre eux, ou quasi, avec un Vorreut qui, à mon goût, s'est laissé emporter, qui n'aurait pas dû. Et pourtant, de nouveau, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. À un moment donné, il faut se rendre compte que la situation est complexe à tous les niveaux de pouvoir et arrêter de faire des boucs émissaires. Alors, Moussa Diallo, je me tourne vers vous. Comment garantir aujourd'hui que Bruxelles reste tout de même un moteur économique national et on a tendance à l'oublier? Mais partons d'abord du principe que Bruxelles est un moteur économique national. Ça a été dit ici, la BNB confirme que Bruxelles génère une forte valeur ajoutée et même un excédent sur les opérations courantes. Pour que Bruxelles reste effectivement ce moteur, il faut un gouvernement, il faut des réformes, je l'ai dit, tournées vers l'emploi. Il faut faire en sorte que, par la politique de formation ambitieuse, par les stratégies d'attractivité des investissements, il faut faire venir les entreprises. Il faut créer les conditions pour que les gens aient la volonté et la motivation d'aller travailler. Qui travaille, c'est le bien-être régional. Qui travaille, c'est le pouvoir d'achat qui est augmenté. Qui travaille, ce sont les collectivités locales dont vous parlez tantôt qui vont en bénéficier parce que c'est au niveau local, au niveau régional et au niveau fédéral. Tous ensemble, nous sommes un parti de solution. Nous sommes un mouvement de solution, nous sommes un mouvement participatif. C'est pour ça que nous appelons tous qu'on se retrouve au centre, qu'on construise ce budget responsable, parce que les chiffres ne sont pas bons. Il faut se l'avouer. Quand on a des chiffres qui sont mauvais, il faut prendre sur soi, prendre la hauteur, prendre la responsabilité, proposer des chemins qui puissent nous sortir de cette situation catastrophique. Jonathan de Patoul, d'après vous, est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait absolument protéger pour éviter que Bruxelles, selon certains, soit perdante quelque part? Moi, je crois qu'à Bruxelles, ce qu'il faut vraiment protéger, ce sont les communes. Les communes, ce sont des éléments importants dans le dispositif démocratique de notre société. À Bruxelles également, évidemment. C'est le pouvoir politique le plus proche des citoyens. Et c'est aujourd'hui le pouvoir politique qui encaisse le plus et qui, on le sait, pour une grande série de communes, particulièrement à Bruxelles, dans les grandes villes, en Wallonie également, ne vont plus s'en sortir. Et donc ça, c'est un problème parce que quand il y a un problème dans la rue, quand les gens ont des soucis, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leur bourgmestre, ils appellent leur échevin. Qu'est-ce qui va se passer? Leïla Agit, une réaction à l'importance des communes? Oui, mais j'ai commencé par ce point au départ. On ne se rend pas forcément compte, mais le budget des familles est fortement impacté par ce que peuvent ou pas faire les communes. Le prix des garderies, notre cadastre, l'IPP, notre parking, tout ça, c'est des choses qui viennent des communes. Et déjà que les communes étaient en situation compliquée, notamment avec la réforme des pensions, là, vraiment, ça va devenir intenable et tout va exploser au niveau communal. Et qu'est-ce qui va se passer? On va demander des comptes aux communes, aux pouvoirs locaux, alors qu'en réalité, on doit demander des comptes à l'Arizona. Alors, il y a une question que je pose à tous nos invités ce soir. À Bruxelles, on sait, un cachet particulier, très dense, diverse, multiculturelle. Est-ce que l'Arizona prend en compte et intègre suffisamment ce paramètre et cette réalité? Peut-être, Jonathan de Patoul. De manière générale, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de Bruxellois dans les négociations de la formation de l'Arizona. Je trouve que ça se ressent, donc je trouve qu'il n'y a pas de vision pour Bruxelles de l'Arizona de manière générale. Alors si, pour répondre un peu plus
plus précisément à votre question, si on examine la composition du gouvernement fédéral, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a beaucoup de diversité, de multiculturalité. Donc à ce moment-là, à partir de ça ou de ce qu'on constate aujourd'hui, j'ai pas l'impression que l'Arizona témoigne d'un intérêt particulier pour les questions de multiculturalité. Peut-être que ça viendra. Et c'est vrai que c'est une spécificité et une richesse de notre ville-région. Une réaction justement, Martin de Brabant, du MR? Par rapport à ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de diversité visible dans les membres du gouvernement Arizona. Moi, je peux dire très honnêtement que je regrette, par exemple, qu'il n'y ait pas plus de femmes au sein de ce gouvernement. Après, sur les politiques menées, je pense que ce n'est pas du tout des politiques qui exclut l'un ou l'autre en fonction de son origine ou en fonction de sa culture. C'est une politique qui est menée envers l'ensemble de la population, avec, comme d'ailleurs toute politique, peu importe la couleur, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun et chacune, mais peu importe la culture dans laquelle on a grandi. Alors, il y a un mot qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est l'autonomie. Bruxelles plus autonome. Est-ce que Bruxelles, justement, pourrait devenir une région davantage autonome à l'image de la Catalogne ou de l'Écosse, Moussa Diallo? Bruxelles n'est pas la Catalogne, elle n'est pas enclavée et indépendante. Bruxelles, c'est des régions qui entourent Bruxelles. Bruxelles, c'est aussi une interdépendance. D'ailleurs, au Sénat, on va voter vendredi un projet qui va parler justement de la mobilité interrégionale, faire en sorte que les gens puissent quitter Bruxelles, aller travailler en Wallonie, et inversement, ou quitter Bruxelles, aller en Flandre travailler. Donc Bruxelles n'est pas la Catalogne, Bruxelles a sa spécificité. L'avenir de Bruxelles, je pense qu'elle est plus un avenir métropolitain, c'est intégrer nos voisins directs, voir dans cette autonomie comment est-ce que Bruxelles va se retrouver tant sur le plan fiscal que sur l'attractivité des entreprises. Bruxelles doit faire en sorte que les entreprises viennent investir à Bruxelles, orienter l'emploi vers les moins de 30 ans pour permettre un boost, pour permettre une relance de notre économie. Vous savez, au-delà des idéologies politiques, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Et partant de là, quelle qu'en soit l'idéologie, il faut créer les conditions de richesse pour les redistribuer. On ne peut pas redistribuer ce qu'on n'a pas. Les logiques, c'est une réaction peut-être. Pour vous, est-ce que Bruxelles devrait être un peu plus autonome pour avoir plus d'efficacité? Non, moi je pense que Bruxelles doit, comme je l'ai déjà dit, être respectée dans ses compétences actuelles. Et je pense qu'il ne faut pas trop vite s'aventurer dans ce genre de réflexion. On pourrait avoir en tant que Bruxellois l'idée de se dire, en fait, finalement, si on faisait payer les impôts sur notre territoire, si on avait cette manne financière, tout irait beaucoup mieux, tout serait beaucoup plus facile. On mettrait certainement pas 500 jours à se mettre d'accord pour former un gouvernement. Mais moi, je suis aussi très attachée à mon pays, à la Belgique, et je sais que ça, c'est une musique que veulent nous faire entendre le parti séparatiste et d'autres en Flandre. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas s'engouffrer là-dedans. Il faut faire respecter Bruxelles, mais aussi préserver notre pays. Alors, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette émission. « 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. » Voilà, on se dirige doucement vers le cash sur table de ce soir. À tous, l'avenir de Bruxelles dépend-il de l'Arizona ou des Bruxelloises et des Bruxellois eux-mêmes, Martin de Brabant? Je pense que l'avenir appartient un peu à chacun, et donc chaque entité, chaque gouvernement a ses propres responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que si l'avenir veut appartenir aux Bruxellois, il faut que la classe politique bruxelloise prenne les choses en main, se réveille, qu'on accepte de se parler. D'ailleurs, je salue la bonne tenue de ce débat ce soir, parce que c'est seulement en se parlant et en aboutissant à des accords qu'on pourra gouverner cette région. Nelagit? Oui, moi je trouve que je vais d'accord sur un point avec le maire ce soir, c'est que je pense que les Bruxellois doivent reprendre leur destin en main, et je pense aussi que les Wallons comme les Flamands doivent laisser les Bruxellois prendre leur destin en main. Nous, par exemple, au PS, c'est très clair, les Bruxellois discutent des décisions à Bruxelles,
et non des personnes qui ne connaissent pas nos réalités. Donc ça, je pense que c'est un élément très important. Ça se ressent dans les décisions qui sont prises. Et moi, je regrette, comparé à il y a 10 ans, où les francophones avaient cette unité entre eux, où les Bruxellois discutaient entre eux, peu importe si on était OPS, OMR, chez Défi, au CDH à l'époque, on discutait pour voir comment préserver Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus, alors même qu'on a des séparatistes à la tête du pays. Et c'est vraiment inquiétant pour moi. Jonathan de Patoul. Bruxelles, les Bruxellois doivent prendre leur avenir en main. Je pense qu'on l'a assez dit ce soir et ça passera par un gouvernement le plus vite possible. Et très sincèrement, moi, je n'attends pas grand-chose de l'Arizona et je préfère que l'Arizona ne se mêle pas trop de Bruxelles parce qu'on va droit à la catastrophe. Moussa Diallo, pour vous, Bruxelles, résiliente, oubliée ou transformée par l'Arizona? Bruxelles, il y a tout un ensemble d'éléments qui ne dépendent pas directement de Bruxelles. Effectivement, ça a été dit, mais cela n'efface en rien notre réalité. C'est l'incapacité actuelle de la classe politique pour pouvoir asseoir un exécutif, un budget. Pour parler d'avenir, il faut d'abord se projeter. Et comment se projeter sans un budget? Comment se projeter avec des 12e provisoires? Comment se projeter quand des associations tombent tous les jours faute de subsides? Alors, il est grand temps, pour parler d'avenir, que les responsables politiques bruxellois se retrouvent et nous donnent un budget qui suit une trajectoire et qui nous donne un exécutif pour faire appliquer les éléments qu'il faut pour que Bruxelles renoue avec le succès. Et je suis un éternel optimiste, j'y crois. Voilà, en définitive, l'Arizona ouvre donc un débat essentiel, celui de la place réelle de Bruxelles dans un pays en mutation, entre les risques de marginalisation et les opportunités de modernisation. Chacune, on l'a vu, des forces politiques projettent une vision différente de l'avenir de la capitale. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous. Leila Hagic, députée bruxelloise et conseillère communale PS Aget. Moussa Diallo, sénateur et député pour les engagés. Martin de Bradban, échevin MR à Schaerbeek. Et Jonathan de Patoul pour Défi, député au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous. C'est ainsi qu'on en referme votre émission de Cash sur table. Une excellente soirée à l'écoute des programmes d'Arabelle.